Ok, super. Bon, bah, très bien. Bonjour Alban, merci Bonjour. beaucoup d'être avec moi pour ce podcast. Alban, tu as beaucoup de titres, on va dire. Tu es romancier, tu as écrit 8 romans, dramaturge, traducteur, aussi rédacteur en chef, on peut dire, d'une revue. Ouais. Comment est-ce que tu te définirais ? Est-ce que tu te définirais par ces mots-là ou par une expression ou un autre mot Non, ce sont les mots justes. Et il y a un continuum entre toutes ces activités, puisque dans La Mer Gelée, qui est une revue que j'ai fondée il y a 25 ans et que j'anime avec d'autres écrivains, Noémie Lefebvre, Antoine Bréard, Bernard Banone, qui est traducteur, on publie souvent, les rédacteurs de la revue publient des textes dans la revue aussi, et ce sont souvent justement des textes en cours, donc ce sont souvent des projets, en tout cas dans mon cas, ce sont souvent des extraits d'un projet plus vaste en cours, donc il y a vraiment un passage comme ça de la revue au roman, et puis du roman à la scène, puisque souvent mes romans sont, plusieurs de mes livres, en tout cas la plupart, ont été adaptés, portés à la scène. Et puis quand la plupart de mes livres aussi sont marqués par un dispositif souvent d'adresse, avec comment dire, il y a une grande oralité ou théâtralité de ces romans qui fait que le passage se fait assez naturellement et que écrire ensuite pour le théâtre s'est fait finalement de manière oui, très, très, très naturelle. Et donc, il y a vraiment un continuum entre ces activités. Peut-être pour parler d'un point spécifique à ta revue, La Mer Gelée, dans cette revue, on a plusieurs langues. Il y a parfois des traductions, mais parfois c'est simplement le texte dans sa langue d'origine. Donc, tu es toi-même traducteur donc, de l'allemand. Ouais. Voilà. Comment... parce que c'est intéressant de mettre justement la langue d'origine et la traduction. Pourquoi, pour toi, c'est important justement de mettre cette langue d'origine ? Est-ce que on peut véritablement traduire un texte, une poésie ou un roman, une fiction, etc. Ou bien est-ce qu'on a besoin d'avoir justement ce texte original, voir cette connaissance de la langue et peut-être de passer par quelque chose d'assez injuste, de devoir apprendre la langue pour vraiment comprendre le texte ? Alors en fait la revue initialement, La Mer Gelée, était strictement bilingue français-allemand, puisqu'elle a été fondée à Dresde. Et puis depuis je sais pas 5-6 ans à peu près, on publie vraiment, on traduit aussi de beaucoup d'autres langues, donc par exemple du russe, du japonais, on va publier des poétesses chinoises dans le prochain numéro, espagnol, anglais, etc. Dans le cas, comment dire, bon, il y a une maîtrise un peu commune de l'anglais, mais c'est déjà plus le cas, évidemment, de l'allemand, du russe et encore moins du chinois, etc. Et comment dire, il y a vraiment l'idée dans la revue de matérialiser la langue étrangère, en fait. Donc nous-mêmes, par exemple, dans le cas des jeunes poétesses russes qu'on a traduit il y a 5-6 ans, nous-mêmes, dans la rédaction, nous ne maîtrisons pas le russe. Hein. Donc c'était vraiment la traductrice qui avait été très vigilante, Marina Skalova, très vigilante pour évidemment, bon, déjà qu'il n'y ait pas d'erreur, ne serait-ce qu'éditoriale, puisque des bourdes peuvent vite arriver avec une graphie qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a vraiment cette idée de dire que comment dire, il y a une espèce d'idéologie de la communication qui voudrait nous dire qu'on circule comme ça d'une langue à l'autre très facilement et comment dire, précisément la matérialité de la langue étrangère, le fait qu'on la maîtrise pas, que c'est quelque chose d'étrange, c'est quelque chose qu'on veut, c'est ça qu'on veut montrer justement. Et c'est aussi sortir de la littérature comme un espace national, c'est-à-dire aussi penser ça. C'est-à-dire que souvent on est vraiment pris, malgré nous, sans en être très bien conscient, dans le champ littéraire en tout cas, hein, dans un espace national, et tout ça ne va pas de soi. Donc c'est vraiment faire coexister différents espaces, différentes cultures, différents lieux. La revue a aussi beaucoup publié dès ses débuts
des auteurs québécois francophones. Et ça, c'était très important parce que c'est vraiment une autre littérature, c'est vraiment un autre usage du français, du fait de sa proximité avec l'anglais. Il y a des spécificités très fortes qui seraient peut-être un petit peu longues à développer ici, mais de la littérature québécoise contemporaine. La revue, elle est aussi née à Dresde, donc vraiment aux marges de l'Allemagne, près de la frontière tchèque et polonaise. Dans l'ex-RDA. Donc, sans que ce soit délibéré, bien évidemment, il y avait quelque chose, une réflexion sur justement les marges de la langue, les marges territoriales, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est ça. Si, tout à fait. Et par cette multitude aussi de langues, j'imagine que c'est aussi une multitude de façons de penser, enfin que effectivement en voyant cette diversité dans la revue spécifiquement, et comme tu disais par exemple avec le français québécois, on peut peut-être vraiment se plonger dans la manière de maîtriser les mots, comment les agencer, donc c'est ça que je trouvais intéressant aussi avec la revue. Oui, tout à fait. Donc justement, on parle de traduction, là, de langue à langue, mais donc tu as écrit des romans, certains ont été adaptés en pièces de théâtre. Est-ce que c'est aussi une forme de traduction, de passer de l'un à l'autre, ou comment tu vois justement Oui, on pourrait, dans un sens un petit peu, en élargissant un petit peu le sens de traduction, oui, tout à fait. En tout cas, il y a un transfert, il y a un déplacement. Il y a aussi l'idée par la revue, comment dire, que les textes, que rien n'est figé, je sais pas comment dire. C'est intéressant de fabriquer un numéro parce qu'il y a quelque chose vraiment du bricolage en fait. On est une petite équipe, tout le monde est bénévole, on vit pas dans la même ville, donc parfois c'est très difficile de se voir. On reçoit beaucoup de textes, comment dire, il y a quelque chose de toujours un peu brinque-ballant, un peu fragile, mais qui est un peu notre spécificité, y compris dans les lectures publiques qu'on fait. Il y a des acteurs, parfois des comédiens professionnels, mais ce sont souvent des auteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de lire sur scène. Il y a aussi des jeunes gens pour qui c'est la première fois. Et on aime beaucoup cette hétérogénéité, que ce soit pas quelque chose de professionnel et de lisse, parce que c'est dans l'ordre de la scène, ces fragilités-là sont extrêmement intéressantes, je trouve, parce que l'accident est intéressant. Voilà. Ce côté un peu artisanal. Voilà, complètement. Ok, ouais. Et ça permet, à rebours, de comprendre aussi, c'est pour ça que je parlais de continuum au début entre toutes ces activités, même si c'est après coup que j'en ai pris conscience, ça permet aussi d'appréhender, pour moi en tout cas, le roman comme aussi quelque chose d'artisanal, comme une espèce de machine qu'on monte et qu'on démonte. Il y a des déplacements, le montage est quelque chose de très fondamental dans le livre, pas autant qu'au cinéma, mais presque. Et dans la fabrication d'un numéro, d'une revue, c'est des enjeux très passionnants. Dans quel ordre on met les textes, quel effet produit telle ou telle contiguïté de texte. On peut vraiment déplacer le sens, orienter le sens de mille manières différentes. Donc, et alors au théâtre, on le sait bien, encore plus là, puisque c'est un art vivant, comme on dit, il y a beaucoup de le travail sur le roman pour le porter à la scène, il y a beaucoup de déplacements qui sont opérés. On sait que chaque représentation est singulière, est unique. Donc j'aime bien tout ce qui va vers la fragilité et l'inachèvement. Et j'ai réécrit plusieurs de mes romans aussi. Il y en a au moins 2 qui connaissent 2 versions. Alors c'est une question de temps, d'énergie et puis aussi de volonté éditoriale. Il faut toujours avoir un éditeur qui nous suit sur ce genre de projet, mais je pourrais parfaitement, la plupart en tout cas, les réécrire. C'est comme si tu changeais la mise en scène un peu, non ? Oui, d'une certaine manière, mais aussi parce qu'il y a des consciences plus précises. Enfin, je trouve que c'est un processus perpétuel de perfectionnement, d'amélioration. Bien sûr. Par exemple, pour le dernier, pour Dis-moi qui tu hantes, il y a un enjeu très simple qui serait, pour la dernière partie, enfin si je peux me permettre d'aller dans ce genre de détails, il y a une dernière partie où c'est le carnet de l'écrivain qu'on a retrouvé assassiné, et il y a un enjeu très simple de mise en page qui serait que, à mon avis, ça devrait être beaucoup plus aéré. D'accord. Et c'est après coup que j'y ai pensé à ça. C'est-à-dire que, par exemple, certaines phrases, il écrit une lettre à une femme qui a disparu, etc. Certaines phrases pourraient être isolées sur la page. Quelque chose d'aussi, ça paraissait simple, mais ça change énormément de choses, en fait. Voilà. La fabrique d'une revue, c'est aussi beaucoup réfléchir à la question de mise en page, de typo.
Ouais, d'accord. Voilà. Mais c'est peu courant aussi, parce que il y a beaucoup de romans où au final on est même police, même mise en page, etc. Et c'est vrai que, oui, ça c'est un truc qui m'a marqué dans ton dernier roman là dont tu parlais. On change de police, Ouais. on change un peu de style parce qu'on change de personnage. Oui. Mais c'est vrai que la mise en page, effectivement, c'est un peu, c'est, pour moi, je le vois comme l'équivalent d'une mise en scène. Oui, voilà, tout à fait. Il y a une tu changes le hétérogénéité. décor. Ouais. Il y a une hétérogénéité des matériaux, en effet, puisqu'on a des prises de parole, on a un PV alors je crois que le terme exact c'est PV de constatation de cadavre, je ne sais plus exactement, mais donc du coup qui est un document strictement juridique, provisoire, etc. On a un carnet, donc qui est retrouvé dans les poches du cadavre. Donc oui, il y a des choses assez différentes. Ouais. Et ça, c'était dans les romans précédents, je l'avais travaillé aussi, mais d'une autre manière, puisque c'était des romans qui souvent avaient une très forte matière documentaire. Donc il y avait la question de la représentation, de comment montrer une matière documentaire. D'accord. Oui. Donc oui, il y a des enjeux de typo, mais oui, c'est des choses dont les lecteurs n'ont pas toujours conscience, mais comment dire, une police, des écarts de ligne, c'est tout à fait décisif dans la lecture. Ça fait un impact, ouais. Ah oui, bien sûr. Et tu parlais de montage en parlant de l'écriture, montage de romans. Donc là, comme on le disait, tu en es à ton 8e roman. Septième, pardon. Non, je corrigerai. Donc ton 7e roman, et donc tu es rompu à l'exercice. Voilà, qu'est-ce que tu appelles le montage d'un roman, et peut-être quel est ton processus, s'il en est, d'écriture? Alors, comment dire, moi j'ai plutôt une esthétique un peu du heurt, du cut, de l'entrechoquement, donc avec des changements de registre rapides, des ruptures. Il y a un peu une logique comme ça, du discontinu. Donc je vais plutôt essayer mais c'est un choix ça aussi c'est des choses dont je me rends compte après coup, parce que j'enseigne pas mal l'écriture, et donc c'est après coup que je précise quand même aux étudiants que je suis que c'est une spécificité que j'ai, et qu'ils peuvent en avoir tout à fait une autre. Bien sûr. Voilà, donc une esthétique un peu du détournement aussi de citation. Et le montage, alors ça, tous les romanciers ont affaire à ça. C'est la manière comme au cinéma, à quel moment on peut penser. Comme le cinéma a un art tellement dominant, il est certain qu'il a imprégné même nos manières de penser d'autres formes artistiques. Mais essayons provisoirement de penser avec le cinéma, on va voir si ça peut nous aider. Ouais. Mais ça consisterait par exemple à se dire, à quel moment on coupe un plan au cinéma, à quel moment on interrompt un plan, à quel moment on change de plan. Eh bien, on peut considérer que c'est un petit peu la même chose en écriture, à quel moment on coupe. Moi, je vais plutôt avoir tendance à privilégier la coupure brutale, en fait. Ok. Voilà, si pour aller vite. Oui. C'est-à-dire, par exemple, dans le dernier, dans Dis-moi qui tu hantes, il y a des changements de focale, de personnages assez rapides. Oui. C'est assez dense à chaque fois, parce que j'ai beaucoup retiré. J'ai beaucoup voulu condenser. En fait. D'accord, ouais. Donc en fait, parce que oui, là peut-être que c'est spécifique avec les différents personnages, mais en tout cas, il y a quelque chose d'un peu de l'à-coup. Enfin, oui, tout à fait, par à-coup. Oui. Tu te mets dedans, enfin, tu te mets typiquement, je sais pas, à ton ordinateur, voilà, et ensuite tu fais. Voilà, alors non, pas du tout. Non, très concrètement, passe, ça a duré vraiment des années, l'écriture de ce livre, vraiment presque 5 ans, donc c'est vraiment assez long pour un texte qui finalement ne fait que 200 pages, mais parce que j'ai beaucoup enlevé et que le livre s'est un peu perdu dans certaines directions. Donc moi j'ai une manière très intuitive et un peu chaotique de travailler, que d'ailleurs je gagnerais à améliorer certainement, mais bon, ça c'est un processus très long, parce que comment dire, je ne travaille pas avec, je n'ai pas de plan, quasiment pas de plan. J'essaye d'en faire, mais je les abandonne très vite, ou ça m'ennuie, et du coup j'essaye des choses, et j'essaye au fur et à mesure. Donc moi je travaille beaucoup au cahier, très tôt le matin, et je remplis les cahiers, et puis il y a un premier resserrement qui s'opère quand je recopie sur l'ordinateur. Donc j'ai des centaines et des centaines de fichiers, donc c'est très
très, très chaotique. Et puis, petit à petit, je resserre, ou alors complètement j'élimine. J'enlève tout, je développe un autre personnage. Et alors, par exemple, là, si on prend un exemple concret, pour le Dis-moi qui tu en, donc il y a 7 personnes qui parlent, et certaines ont d'assez longues séquences. Enfin, comment dire, là, les séquences, par exemple, si on prend un personnage qui s'appelle Hervé dans le livre, je sais plus, je crois qu'il parle 4 ou 5 fois. Bon, au départ, c'était d'une seule coulée. Okay. Voilà, Elisabeth, c'était la même chose. Donc chaque personnage avait une intervention du début à la fin. D'accord. Donc là, c'est des vraies décisions, des vraies réflexions, et il faut essayer. Et finalement, cette forme s'est trouvée que leur prise de parole est découpée, de cette manière. Mais une autre option aurait pu être possible. Là aussi, ce roman-là, c'est une forme, bon, par définition, le roman est une forme très, très, très souple, très malléable, mais là particulièrement, parce que ce sont des prises de parole, et il y a un certain arbitraire à s'arrêter à 7, ça pourrait très bien être 9, en fait, on pourrait complètement... d'autres prises de parole auraient été possibles. Et donc, tu parles de chaos, mais tu nous as dit que... tu organisais parfois des ateliers d'écriture. Ouais. Donc comment est-ce qu'on transmet justement un peu l'écriture et la manière d'écrire en travaillant un peu dans le chaos? Oui, alors ce sont des ateliers d'écriture et aussi du suivi de manuscrits, ce qui est un petit peu différent. Ouais. C'est même très différent. Donc les ateliers d'écriture, c'est vraiment trouver des points de départ, faire écrire les gens. C'est très variable selon les publics, donc c'est difficile de dégager une unité. Mais en tout cas, l'atelier d'écriture, c'est souvent une forme, un temps assez court, mettons de 2 jours. Et il s'agit surtout de mettre les gens au travail, les faire écrire. Alors moi, comme j'ai quelque chose à l'adresse, j'aime beaucoup l'adresse, et je trouve que ça fait souvent écrire les gens, d'adresser le texte. À quelqu'un. Alors par un point de départ qui marche toujours très bien, et tout le monde écrit avec un point de départ comme ça, c'est, je donne la première phrase qui est, il y a 2 possibilités, finalement je viens de prêter de l'argent, d'accord, ou finalement je vais pas te prêter de l'argent. Et en fait tout le monde, ça marche à tous les coups, tout le monde écrit quelque chose, c'est drôle, ça peut être très violent, ça peut être très méchant, et puis bon voilà, on va pas développer des heures, mais on sait bien que l'argent, évidemment, est quelque chose qui nous traverse de toutes les manières. Et voilà, donc dans les ateliers d'écriture, ça peut être simplement des déclencheurs. Après, par exemple, là, j'ai fait une intervention récemment, donc je peux en parler tout récemment, au Havre, au Master de création du Havre. Donc là, ce sont des étudiants, des jeunes gens, plutôt au milieu de la vingtaine, qui se destinent à devenir écrivains. Donc là, c'est très différent. Donc là, par exemple, je les ai fait travailler... moi, j'ai réouvert ce chantier des vies imaginaires, parce que moi, je fais beaucoup de vies imaginaires, et je leur avais proposé de travailler soit sur Chantal Akerman, la cinéaste, soit sur Simone Veil, la philosophe, et d'aller s'emparer, parce qu'à chaque fois il y a une énorme matière documentaire. Simone Veil, ça peut traverser la guerre d'Espagne, le monde ouvrier, évidemment la Seconde Guerre. Chantal Akerman, c'est une artiste incroyable, une cinéaste incroyable. Il y a aussi la Shoah qui est évidemment décisive dans son trajet. Ce sont des destins aussi tragiques. Et à chaque fois, il y a une énorme matière. Bon, là, par exemple, c'était une façon pour moi de leur faire travailler, de les accompagner dans dans l'organisation d'une matière documentaire, comment s'orienter, quoi choisir dans un temps assez court, puisqu'il n'y avait que 3 jours. Et ensuite, ils ont tous produit un texte relativement court, parce qu'il y avait une restitution, un texte je leur ai demandé vraiment un texte de 2 feuillets, donc 3000 signes environ, ce qui me permettait à moi de faire des retours assez précis, vraiment phrase à phrase, et de repérer peut-être des tics d'écriture ou des petites choses qu'on peut améliorer, enfin des petites choses, non, en fait de travailler. Disons que moi, en général, dans les ateliers, dans le suivi manuscrit, je travaille moins sur la structure globale que vraiment sur le détail des phrases. Parce que je trouve qu'on repère beaucoup de choses, beaucoup voilà, j'ai pas d'exemple concret, malheureusement, mais c'est intéressant de travailler sur des séquences courtes parce que c'est vraiment la matière même de l'écriture qui peut être interrogée. Voilà. Donc c'est plutôt ma manière de travailler. Quant au côté chaotique que tu évoquais, oui, mais bon, c'est un chaos qui finit par s'organiser. Donc, comment dire, moi,
Bon, c'est peut-être un processus de travail qui changera, hein, dans mon cas, au fur et à mesure. Là, je travaille sur un roman noir ou polar, en essayant de réintroduire la figure du détective privé, qui est quand même une figure géniale, quoi, complètement mythologique et géniale. Là, par exemple, typiquement, pour ce projet que vraiment je commence, hein, c'est presque un peu idiot même d'en parler, alors que j'ai même pas écrit 3 pages, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée pour le moment, enfin un peu plus de 3 pages quand même, il y a vraiment l'idée d'avancer sans aucun plan, et je trouve ça assez drôle pour le moment, parce que du coup, c'est alors a priori très contre-intuitif sur un polar, mais en fait je vois un petit peu quand même déjà où ça va, mais il n'y a pas de plan rédigé. Okay. Et donc, en fait, ce qui fait avancer le récit, c'est le détective privé. Parce que le détective privé, je prends cet exemple parce que c'est peut-être assez parlant. Le détective privé, il y a une vraie mythologie des détectives privés. Il y a le détective privé à l'ancienne, dans les hard-boiled américains, qui est vraiment un dur à cuire. C'est Bogart, si vous voulez, qui séduit toutes les femmes qui même si avec Bogart, il y a déjà beaucoup d'ironie, hein, mais qui séduit évidemment toutes les femmes, qui sait se battre, etc. Et puis très vite, cette figure du privé, elle a été renversée dans tout son contraire. Donc le détective privé, il est alcoolique, sa vie est un désastre, etc. Mais il se raccroche à quelques trucs, et puis il finit par résoudre l'enquête ou pas. Et donc c'est devenu très vite un anti-héros, en fait, le détective privé. Donc moi je m'orienterais plus vers cette forme-là. Oui, d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que le simple mot, j'ai l'impression que le simple fait d'écrire détective privé, de lui donner un bureau, donc de lui donner les insignes classiques du détective privé, ça suffit presque à faire avancer le récit, en fait. Oui. Je ne sais pas si c'est clair, en fait, c'est un déclencheur de récit. D'accord. Voilà. Okay. De la même manière que les vies imaginaires, je disais aux étudiants, c'était un exercice, mais que très longtemps dans mon cas, c'est vrai que c'était une façon de détourner la fameuse angoisse de la page blanche, parce que si on travaille sur une matière comme par exemple, moi dans mon cas par exemple sur Mohamed Ali, mettons, on a toujours des choses à faire sur Mohamed Ali. On a toujours des choses à lire, on a toujours des choses à regarder, on a toujours quelque chose de passionnant à apprendre sur lui, puisque ça touche la guerre du Vietnam, ça touche le mouvement de la lutte pour les droits civiques, ça touche la ségrégation aux États-Unis. Enfin, c'est tellement des morceaux énormes d'histoire qu'on a toujours quelque chose à explorer, qui va venir irriguer l'écriture. Et là aussi dans un travail comment dire, de prélèvement et de densification. D'accord. Voilà. Oui. Je sais pas si c'est clair. Mais... Si, donc c'est enfin peut-être pour ce qui est des vies, donc ce que tu appelles les vies imaginaires en fait. C'est un peu revoir la vie de quelqu'un, quoi. Oui, Les Vies imaginaires, au départ, c'est un roman de Schwab, fin 19e, début 20e, j'ai plus exactement la date, et qui donc fait des vies en quelques pages seulement, je sais pas, d'Empédocle, d'un capitaine, enfin qui couvre 20 siècles d'histoire, et c'est un travail absolument fascinant d'érudition, de virtuosité, parce qu'il ressuscite un monde. Donc vraiment, on est dans le monde grec, et puis ensuite on est chez les pirates, et puis on se retrouve au Moyen-Âge. En quelques pages, il ressuscite vraiment un monde, des sensations, des couleurs, des façons de penser. Enfin, c'est très très impressionnant. Et donc c'est un peu devenu la formule canonique pour vie imaginaire, et parfois utilisé un petit peu de manière un peu comme ça générique pour désigner ce qu'on appelle aussi parfois les exofictions, ce qu'au cinéma un peu mainstream on va appeler le biopic. C'est quelque chose qui est très 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 présent aujourd'hui. Alors pour moi, dans sa forme la moins intéressante, la moins comment dire, c'est toujours intéressant d'une certaine manière, mais le biopic à l'américaine, on a l'impression que c'est une façon de mettre toutes les vies dans le même moule. C'est assez drôle, dans le même moule narratif finalement. Oui, d'accord, ouais. Par exemple, moi ça m'avait amusé parce que j'ai écrit une pièce sur Steve Jobs. Il y a un biopic évidemment de Steve Jobs, et j'avais été un peu consterné parce que tout était ramené à un enjeu de comment dire, familial, de reconnaissance ou pas de sa fille, et c'était une manière vraiment de dépolitiser les choses, d'évacuer, de ne pas considérer tout l'énorme contexte politique, tout ce que ça engage vraiment idéologiquement de transformation du monde. Tout ça a été ramené à une petite histoire privée pas très intéressante, quoi. Voilà. D'accord. À mon sens. Ok, je vois. Donc effectivement, donc il y a quand même ce... Enfin, c'est marrant parce que tu parles de chaos, mais je pense qu'il y a quand même
t'as quand même des choses qui font ton processus, mais c'est intéressant. Oui, kawaii, sans doute pas le bon terme, c'est un peu différent. Non, mais c'est intéressant que tu l'utilises quand même. Et puis, c'est vrai que j'ai alors, dans ton dernier roman, à plusieurs occasions, tu parles de Don Quichotte. Je me demandais en fait si c'était une figure aussi un peu récurrente ou si c'était vraiment là pour ce roman. Enfin, c'est plus spécifique à ce roman. Spécifique à ce roman et c'est une manière que j'ai trouvé de le désigner parce que le mot n'est pas employé dans le livre, mais j'ai trouvé que c'était une manière de le désigner et de comment dire. Moi, je m'inscris un peu en compte. C'est amusant un objet comme ça parce que il y a vraiment des questions. Pour moi, c'est un livre qui pose vraiment la question de l'interprétation d'une vie, quoi. Et il y a plutôt eu un geste de l'éditeur avec lequel j'étais pas tout à fait d'accord de le présenter comme une espèce de loser ou de perdant. Et je suis pas tellement d'accord avec cette lecture-là parce que rien ne permet dans le livre de savoir réellement ce qu'il en est. De livres que ce personnage d'écrivain a écrit et il est toujours perçu par d'autres. Donc c'était une espèce l'enjeu du livre, c'était aussi tout un espèce de jeu de miroir. On ne sait absolument pas qui est cette personne finalement puisqu'il est toujours perçu par d'autres. Et j'ai choisi d'en parler, de le présenter via Don Quichotte puisque ce que je retiens de Quichotte, c'est surtout ce côté très inadapté, très décalé à l'époque, et cette manière de prendre très au sérieux les romans de chevalerie, quoi, tout simplement. Bon, dans le cas de Julia Mana, il prend pas au sérieux des romans de chevalerie, mais par contre, il prend très au sérieux la littérature, les mots, la puissance des mots à une époque qui pour le dire vite, un peu grossièrement, qui serait plutôt fasciné par l'image ou qui serait plutôt qui ne partage pas du tout cette fascination qu'il a. Donc c'était plutôt le côté décalé, le côté légèrement aussi éventuellement comique et tragique de cette figure que je voulais souligner en parlant de Don Quichotte. Ok, ouais, bien sûr. Oui, parce que, de toute façon, c'est marrant, ce truc de loser, parce que effectivement, c'est un peu pareil pour Don Quichotte, quoi. Enfin, certains le voient comme un loser, mais en fait, lui-même, non. Donc c'est intéressant. Est-ce que, donc je fais une petite parenthèse, est-ce qu'il y a un autre sujet, ou d'autres sujets que tu veux là aborder? Pas du tout, non. Tête, non, toi je te laisse libre. Toi, tu penses que t'es arrivé au bout? Moi, on a pas mal de choses. D'accord. Et en général, donc dans le podcast, en général, on termine par une question qui est celle du podcast, donc qui fait la culture? D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette question? Qui fait la culture? Qui fait la culture en France, à Paris Je te laisse l'interpréter. C'est marrant que tu me poses comme ça, d'ailleurs. Oui, moi, c'est une question que j'aurais tendance immédiatement à historiciser, quoi. Ouais. Mais bon, je comprends bien, c'est l'enjeu. Je l'avais un peu évoqué à la lecture. Moi, je suis assez méfiant à l'égard de ce terme culture. C'est une question difficile, Léon. Faut que je réfléchisse un peu. Oui, pas de souci. Mais tu vois, pour te dire les discussions que j'ai pu avoir dans les podcasts précédents, ou voilà, effectivement, t'as des personnes qui te disent, pour moi, culture, c'est ministère de la culture, donc c'est politique, planification, etc. Et ils l'opposent à art. Oui. Mais après, t'as des personnes qui te diront, tout le monde fait la culture. Il suffit d'y participer. Souvent, c'est ce qui revient. D'accord. Comme deux... mais vraiment à part égale, quoi. J'ai vraiment les deux... D'accord. Ouais. Qui fait la culture Moi, je répondrais plus je me poserais plus la question de qui fait l'art, quoi. Et, ok, ouais. Et qui fait l'art dans ce cas-là? Et qui fait l'art, voilà, tout à fait. En tout cas, j'opposerais un petit peu la culture et l'art, ouais. en décrivant l'art comme quelque chose qui est souvent imprévisible, minoritaire.
Il y a un exemple assez amusant, alors je vais peut-être me tromper un tout petit peu, mais bon, l'idée est celle-ci, c'est que à un moment donné, c'est une façon de répondre à la question, à un moment donné, il vaut mieux 100 lecteurs fanatiques que 1000 tièdes. Et à un moment donné, le manuscrit des Illuminations de Rimbaud, dont on connaît donc la postérité, voilà, était détenu par Félix Fénéon, qui travaillait au ministère de la Guerre, un anarchiste au ministère de la Guerre, et n'était lu que par une dizaine de personnes. Et c'est vrai que j'ai quand même toujours une compréhension de l'art ou de la pensée comme quelque chose qui avance souterrainement. Comment dire, qui échappe aux modes, qui échappe aux grandes déterminations sociales ou politiques. Il y a l'image de la taupe qui est vraiment intéressante, de mémoire, je crois que c'est Marx qui reprend l'image de la taupe à Hamlet, puisqu'à un moment donné, Hamlet dit au spectre de son père « cours plus vite, vieille taupe ». Et Marx le reprend pour désigner justement le travail souterrain de l'esprit. De même que, comment dire, voilà, je suis très sensible à ces transmissions souterraines de certaines traditions. On peut penser à la tradition juive, par exemple, qui a vraiment avancé très souterrainement au milieu de toute une sorte de chaos, etc. Et je pense que Marx a aussi ça en tête quand il dit ça. Donc je penserais plus qui fait l'art. Et ben là aussi, je dirais, enfin tout le monde, non, ce serait c'est pas une question facile. Hein. Ouais. En tout cas, je décrirais, je serais, je décrirais vraiment, et c'est un motif qui revient dans plusieurs de mes livres d'ailleurs, vraiment ce travail. Je m'intéresserais plutôt à décrire ce travail souterrain de l'art, de l'esprit, qui fait que certaines œuvres disparaissent, ressurgissent. Oui. C'est-à-dire, imaginez bien que, moi j'ai un rapport aussi très, j'essaie d'être vraiment toujours conscient de l'historicité des choses, et que, que les choses ne vont pas de soi, qu'elles sont, enfin c'est pas mal dit comme ça, mais qu'elles sont prises dans une période historique, et que la réception des œuvres se transforme constamment. Qui lit aujourd'hui Paul Bourget ou Anatole France, qui sont quand même les grandes figures littéraires du début du XXe siècle en France. Oui. On sait que c'est par Proust qu'on le découvre, d'ailleurs que Vermeer est redécouvert, il me semble, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Enfin, il y a constamment une réinterprétation, une reprise, une relecture des œuvres qui échappent justement à des décisions culturelles plus globales. Oui, donc ceux qui font l'art, ce serait aussi les contemporains, parce qu'après ça passe à autre chose, ça leur appartient plus, donc ça appartient à d'autres. Ouais, d'accord. Ouais, c'est super intéressant. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci Constance. Super.